Bonjour, bienvenue bienvenue sur ce webinaire où nous allons parler retail et commerce mobile et sur lequel nous allons essayer de creuser un sujet évidemment brûlant pour beaucoup d'entre vous qui est comment maximiser à la fois l'engagement et les conversions dans les applications mobiles. Ce que je vous propose, c'est d'abord de commencer par laisser la parole à nos invités, puisque, comme vous l'avez vu dans notre invitation, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné par deux éminents présentateurs, à la fois Jérémy Cohen et Carlos Chavez. Et donc, je vais tout d'abord les laisser se présenter. Et Jérémy, si tu es avec nous, est-ce que tu peux commencer par présenter qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Ouais, parfait. J'espère que tout le monde m'entend. Oui, Donc moi, je suis UX designer en freelance. J'accompagne en fait des grandes entreprises principalement autour de la mise en place de démarches UX centrées utilisateurs, et puis plus particulièrement autour du retail. Et avant ça, en fait, j'ai passé 6 ans chez Auchan, où j'avais la responsabilité justement de l'expérience client sur les fronts web et mobile pour la partie drive. Et donc où j'ai eu l'occasion de mettre en place la démarche et de mettre en place un certain nombre de process et du coup d'outils. C'est comme ça qu'on s'est connu, que j'ai connu la solution Azeton. Et donc maintenant, ça me permet vraiment de faire le lien entre la démarche au global et les outils sur lesquels on peut s'appuyer pour aller plus loin en fait vers l'expérience utilisateur et la compréhension des besoins. super, merci Jérémy. Et puis Carlos, est-ce que tu peux également te présenter? Bon, peut-être que Carlos a un petit problème de micro. On va peut-être juste avancer sur les slides et j'espère que Carlos, tu vas pouvoir nous rejoindre dans quelques instants. Ce que je propose, c'est de rapidement commencer par planter le décor et vous parler rapidement de qu'est-ce que nous, on a pu identifier chez Azeton comme étant les principaux défis pour des applications mobiles et notamment des applications mobiles dans le retail et dans le e-commerce. Je pense qu'il y a 4 problématiques auxquelles on est tous confrontés quand on essaye de pousser une application mobile de manière très efficace sur le marché assez encombré des applications. La première, c'est garantir comment on a évidemment un maximum d'engagement dans les applis, parce que c'est bien d'avoir des applis, mais c'est important de faire en sorte que les utilisateurs les utilisent au mieux de leur capacité. La deuxième chose, surtout quand on a une application dans ces domaines-là, c'est comment on monétise en fait cette application. Donc comment en fait on fait en sorte que le processus d'achat ou les conversions au sens large soient optimisées. Et puis enfin, il y a deux autres choses qui sont extrêmement importantes. C'est cette notion de récurrence, c'est-à-dire faire en sorte que une application que l'on a diffusée, eh bien, elle soit réutilisée de manière récurrente par ses clients, parce que les coûts d'acquisition d'un client sur les applications mobiles, ils sont évidemment assez importants. Et c'est important également de faire en sorte que, eh bien, on amortisse ces coûts d'acquisition par une forte récurrence des utilisateurs sur ces applications. Et puis, il y a une dernière chose qui est aussi assez intéressante, c'est de se pencher de manière assez poussée sur la notion de satisfaction client. Pourquoi? Parce que, à la fois, évidemment, ça a des impacts sur comment l'expérience utilisateur est vécue au sein de l'application et ça se transparaît donc dans la satisfaction client, mais c'est aussi quelque chose qui est visible de tout le monde. Quand on va télécharger une application, on a sur les stores des notes qui sont bien visibles et qui font en sorte que, évidemment, cette satisfaction client, au-delà de l'aspect efficacité, elles sont importantes pour faire en sorte que les applications soient, on va dire, téléchargées le plus fréquemment possible. Et donc, chez Azeton, en fait, on a créé une solution qui a aujourd'hui 3 et bientôt 4 blocs, une solution du X Analytics et de Heatmaps, d'AB testing, de personnalisation et puis de user feedback pour justement répondre à cette dernière partie de satisfaction client. Et si vous regardez rapidement comment ça se compose, en fait, donc on a un SDK pour iOS et Android qui permet en fait au sein d'une application mobile à la fois de comprendre l'expérience utilisateur avec cette notion du X et de Heatmaps, d'optimiser cette application avec des tests AB, de personnaliser une application mobile en fonction du contexte ou du profil utilisateur. Et puis, le dernier module qui est en cours de finalisation, qui sera disponible dans le courant de l'été, ça sera justement de compléter cet aspect data ou quantitatif avec
les premiers modules de la plateforme avec un aspect qualitatif, c'est-à-dire feedback des utilisateurs au sein des applications mobiles. Et donc, comment en fait l'application fonctionne de manière concertée avec notre plateforme? C'est à la fois évidemment en faisant fonctionner les différents SDK, mais aussi au niveau serveur en permettant de filtrer. Ah, on va entendre un petit peu Carlos. On peut filtrer en fait une utilisation de l'application par profil client et faire en sorte qu'on puisse dans la plateforme, en fait, à la fois créer des segments spécifiques en fonction des informations collectées par notre SDK, mais aussi en important des données qui viennent soit d'un outil de push notification comme AxeEngage ou Batch ou Follow Analytics, ou des fonctionnalités ou des profils qui viennent d'un CRM ou d'une DMP, pour faire en sorte que aussi bien l'analyse de l'expérience utilisateur, le ciblage des tests AB ou la personnalisation, on puisse le faire justement par profil utilisateur spécifique. Et sans rentrer dans les détails, pour vous montrer et vous illustrer un peu nos différents modules, vous avez ici quelques exemples de la partie UX Analytics où on va s'apercevoir, par exemple, des gestes qui pourraient être faits sur une page panier dans cette application, qui est une vraie application. Vous voyez, il y a par exemple un certain nombre de scrolls qui sont faits sur la page panier. C'est probablement pas idéal pour l'expérience utilisateur. On peut voir que sur cette même application, sur la page login, il y a des gens qui font des zooms. Ça vaut le coup de se poser la question pourquoi est-ce qu'ils peuvent être amenés à zoomer sur une page de login, ou encore des utilisateurs qui mettent beaucoup de temps avant de faire leur premier geste sur une page. Là aussi, c'est un clair indicateur de possibilité d'améliorer l'expérience utilisateur. Et puis, bien évidemment, quand on parle UX Analytics, il y a au sein de la plateforme à la fois beaucoup de données qui vous permettent, par exemple, de regarder en détail votre application. Là, on regarde ici des KPI en matière de rétention. Donc là, on a à la fois des données qui peuvent être à la fois analysées et puis, comme je le disais, filtrées très simplement par profil ou par type de device, etc. Et puis, on a tout un aspect visuel où on va avoir des cartes de chaleur qui, là aussi, permettent de s'apercevoir de l'expérience utilisateur, de là où, en fait, cette expérience peut bloquer ou peut être visualisé de manière un peu différente de ce qu'on a avec un outil d'analytics classique et qui permet de se rendre compte que, par exemple, sur cette page, il y a beaucoup de gens qui font des zooms qui sont complètement inefficaces ou encore il y a des gens qui vont aller appuyer sur des endroits de l'application qui ne sont pas prévus à cet effet. Et donc, comment en fait ça peut être complété cette partie-là? C'est avec des outils notamment d'A/B testing, puisque la partie UX Analytics, elle vous permet de comprendre, la partie A/B testing, elle vous permet d'agir, et d'agir sur énormément d'aspects de l'application, puisque aujourd'hui la plateforme Azeton, c'est clairement la plateforme qui introduit le plus grand nombre de fonctionnalités et de possibilités d'A/B testing, puisqu'on a à la fois un éditeur visuel pour créer des A/B tests sur la partie interface utilisateur de l'application, et ça peut se faire sans aucun tag dans l'application, donc il y a juste à intégrer le SDK. On peut faire de l'A/B testing universel, c'est-à-dire modifier le fonctionnement même d'une application ou des A/B tests groupés sur lesquels on va chaîner en fait un certain nombre de modifications dans l'application. Et on peut également faire des A/B tests qui sont drivés côté serveur et qui vont permettre de pousser de manière synchrone en fait dans l'application en temps réel des modifications de fonctionnement ou visuelles dans l'application. Donc là, c'est vraiment aller très très loin dans, on va dire, l'instantanéité de déploiement de fonctionnalités ou de modification de l'application, encore une fois en fonction d'un cas précis, d'un moment précis ou d'une utilisation précise de l'application. Donc par exemple, à la première page d'une première session d'un utilisateur, on peut déjà commencer à avoir des tests A/B ou au moment où l'utilisateur arrive dans un lieu particulier ou quoi que ce soit. Et donc, juste pour vous illustrer à quoi ça peut correspondre quand on justement enchaîne en fait ces différents éléments, ça c'est l'exemple de ce qu'on a pu faire par exemple avec Bazarchic, où sur la gauche vous avez l'exemple de la page d'accueil de Bazarchic qui était en ligne encore jusqu'à la fin de l'année dernière, si vous connaissiez un peu l'application, qui marchait très très bien. Mais en fait, on s'est aperçu de deux, trois choses très intéressantes. La première, c'est que
il y avait très peu de gens en fait qui faisaient des scrolls sur cette page d'accueil, alors que pourtant elle affichait un nombre très très important d'offres produits. La deuxième chose, c'est que en fait, quand les gens arrivaient sur la page d'accueil, ils passaient à peine une seconde à une seconde et demie sur cette page, et la première chose qu'ils faisaient, vous le voyez en haut à gauche sur la première heatmaps en fond d'écran, ils allaient dans le menu, et dans le menu, en fait, ils venaient sélectionner alors différents choix, mais principalement les choix de filtrer en fait cette page par soit article pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Et donc, en regardant en fait ce parcours utilisateur, on s'est aperçu que cette page de home, en fait, elle n'était pas optimisée et qu'une bien meilleure présentation de la page, ça serait justement d'avoir, et c'est ce que vous avez à droite maintenant, la possibilité de filtrer directement par article pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants, etc., etc. Et donc ça a permis en fait d'augmenter de manière très significative l'engagement des utilisateurs dans l'application, raccourcir en fait le parcours utilisateur et donc faire en sorte qu'on maximise également les conversions puisqu'on arrivait beaucoup plus vite à son objectif, à son but dans l'application. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de laisser la parole à nos invités. Et ce que l'on a fait dans cette présentation, c'est essayer de vous illustrer justement un certain nombre de cas précis. Et donc, Carlos, si tu es avec nous, je te propose de te laisser la parole, à la fois peut-être rapidement pour te présenter, et puis pour présenter également à tout le monde le cas d'usage que Catalina a pu avoir avec Azeton. Merci beaucoup. Alors effectivement, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Carlos Chavez, Digital Product Manager chez Catalina. Je suis en charge des solutions mobiles Drive to Store qu'on opère à la fois en nom propre, c'est le cas de l'application Coupon Network qui est objet de notre webinar, mais aussi en marque blanche auprès, je dirais, de partenaires majeurs comme TF1 Conso, Igral ou encore Groupon. Donc, notre activité chez Catalina, c'est de proposer des solutions de marketing relationnel à destination à la fois des industriels et auprès des enseignes de la grande distribution, pour un double objectif qui est de développer les ventes, leur permettre de développer leurs ventes et de renforcer la fidélité de l'acheteur-shopper. Alors, par quel biais est-ce qu'on procède par des campagnes promotionnelles qui sont, je dirais, personnalisées en fonction du comportement réel d'achat des consommateurs et de façon omnichannel. C'est-à-dire qu'on s'attaque dès la phase de préparation des courses, quand on est chez soi, sur les plateformes digitales de coppening à la recherche des bons plans, et jusqu'à l'acte d'achat en magasin, qu'on couvre aussi par la remise de coupons papier en sortie de caisse. Donc concrètement, chez Catalina, la data, elle est au cœur de notre activité pour personnaliser l'expérience du shopper. Et comme je le disais en intro, on personnalise donc les coupons de réduction qui sont présentés aux utilisateurs de l'application Coupon Network, mais, et aussi, c'est très important, on prend désormais en compte le contexte de consommation de ces coupons de réduction, le médium, à savoir l'application mobile. Pour comprendre cette fois-ci nos utilisateurs mobinautes, ce qui plaît aux clients, et pour développer la valeur de notre produit d'une part et augmenter l'usage de l'application mobile. Chez nous, l'usage se traduit par l'accroissement des créations de comptes et la conversion in-app, c'est-à-dire l'utilisation des coupons de réduction. Je dirais que, comme toute application retail, on a tous à cœur et à souhait d'obtenir toujours plus de clients et qui consomment toujours plus de produits. Alors, pour comprendre ces utilisateurs, oui, on utilise des outils d'analytics, mais qui nécessitent un travail conséquent. En toute honnêteté, l'implémentation des tags, la qualification, la maintenabilité dans le temps, c'est très lourd, alors que ce qu'on cherche finalement, c'est à obtenir des insights très rapidement et très faciles d'interprétation. D'où effectivement le partenariat avec Azeton et grâce à ces trois produits phares que sont donc les heatmaps, l'UX Analytics et l'A/B testing. Donc pour rentrer de façon plus pragmatique sur 4 cas concrets que je vais pouvoir vous proposer. Alors ces 4 cas nous ont permis de progresser dans notre expertise digitale. Donc le premier cas, je ne vois pas du tout les slides, donc est-ce que Philippe, tu es bien sur le premier slide? Oui, tout à fait, oui.
Super, merci beaucoup. Donc, c'est un premier cas qui est purement tiré de l'UX Analytics et des heatmaps autour de la thématique du onboarding. Donc, ou comment accompagner efficacement l'utilisateur dans son appropriation de l'app jusqu'à convertir en termes de création de compte. Je dirais qu'une fois qu'un utilisateur est convaincu par la promesse annoncée sur les stores, qu'il a téléchargé l'application, qu'il a découvert concrètement le contenu de l'application, arrive l'étape cruciale de création de compte. Et ce que nous permet de révéler l'UX Analytics et les heatmaps, c'est sur cet écran, 3 points, un fort taux de rebond, positionné à pratiquement plus 14%. On a aussi, cet écran est le deuxième écran où les utilisateurs passent le plus de temps au sein de l'application, pratiquement 13 secondes pour se créer un compte. Et point très important, c'est l'email, le champ email, la zone de tape sur le champ email qui n'ouvre pas le clavier, puisqu'effectivement, il faut que l'utilisateur tape immédiatement à droite du label email pour ouvrir le clavier et saisir son email. Et on voit que les gens ont une tendance à taper finalement plutôt sur le label email. Donc, par rapport à ces 3 insights, on a décidé, sans même faire de test AB, de procéder à un redesign de l'écran de création de compte, en redesignant finalement et en adoptant plus les standards du marché au niveau des text fields, qui s'est traduit par des text fields de material design. On a profité aussi pour réduire le temps passé sur cet écran, puisqu'il est finalement vu comme un écran administratif. Et nous, notre objectif, c'est que l'utilisateur aille tout de suite et beaucoup plus rapidement après cet écran utiliser nos baux de réduction. Donc, on supprime le champ confirmation de mot de passe et on en profite pour redesigner le call to action du bouton s'inscrire. Voilà, donc nous derrière, une fois que, et c'est en cours d'implémentation, une fois que ce sera en place, on ira revérifier qu'effectivement, on s'améliore au niveau de la création de compte par rapport à ces deux enseignements de l'UX Analytics et un autour des heatmaps sur cet écran. Si on passe au slide suivant, un second cas qui est un cas d'implémentation pure d'un test AB, qui est toujours dans la thématique du onboarding, notre premier écran du tutoriel qui comporte 4 images. Alors, ces 4 images, on avait l'habitude de les modifier régulièrement en fonction des saisonnalités, mais sans jamais réellement finalement vérifier l'impact au niveau des créations de comptes. Et ce qu'on a voulu voir finalement, grâce à un test AB, c'était de voir si présenter le bénéfice de l'application pour un consommateur serait meilleur, je dirais, qu'une simple description linéaire du processus d'utilisation de l'application mobile. On le voit très bien sur la première ligne, et d'ailleurs à l'écran, je pense qu'on le voit très mal, la première vignette de la première ligne. On est sur 4 textes qui présentent le processus versus la deuxième ligne qui, elle, présente beaucoup plus le bénéfice, prêt à économiser, c'est valable partout, encore plus d'économies pour un remboursement rapide. Et on s'aperçoit d'une augmentation de la création de compte via Facebook Connect, pratiquement plus 20% d'utilisateurs se créent un compte via Facebook Connect et pratiquement plus 8% se créent un compte en utilisant l'email. Est-ce que je te redonne la main ? Philippe ? Oui, non, finis peut-être le dernier mail là le dernier slide sur la partie UX Analytics, et ensuite je pense qu'on pourrait demander à Jérémy de rebondir sur ce que tu viens de dire. Très bien. Alors, si on passe effectivement au slide suivant, un troisième cas qui est purement tiré de l'UX Analytics autour de la thématique de la conversion cette fois-ci. Je rappelle, chez Catalina, la conversion, c'est l'utilisation des bons de réduction. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que notre application mobile, elle est composée de 2 écrans principaux, donc la page d'accueil et la liste des offres. La page d'accueil, c'est un certain nombre de contenus médias avec une mise en avant de 6 offres, versus la liste des offres qui liste l'intégralité des 20 à 40 offres qui sont renouvelées de façon hebdomadaire. Et donc, les insights qu'on a récoltés à partir de l'UX Analytics sont les suivants. Un fort taux de rebond
sur la page d'accueil. À peu près 1/5 de nos utilisateurs, et notamment sur la population de nouveaux utilisateurs, quittent l'application après avoir accédé à la page d'accueil. Un shift systématique pour ceux qui restent. 50% d'entre eux vont derrière accéder à la liste des offres. Donc, si on se met du point de vue finalement de cet écran, on voit qu'elle répond à l'ensemble des top metrics. C'est l'écran le plus vu, le plus consulté, avec un faible taux de rebond, plus 77% de visites par rapport à la page d'accueil, 36% de temps passé sur cet écran par rapport à la page d'accueil qui n'est que de 10%. Et en termes de démarrage de session applicative aussi, les utilisateurs sont drivés plus vers cet écran que sur la page d'accueil, qui s'explique notamment par notre stratégie de push et d'email qui drive les utilisateurs vers la liste des offres. Donc, ce qu'on a vraiment compris au travers de ces insights, c'est que nos utilisateurs de l'application Coupon Network viennent rechercher finalement un accès immédiat et à l'intégralité de nos bons de réduction. Et donc, derrière, pour le confirmer, on a décidé de le mesurer via un test AB que j'expliquerai juste après. Oui, merci Carlos. Et Jérémy, je pense que en regardant tout ce que Carlos a présenté, je pense que ce qui est intéressant, c'est évidemment l'utilisation de l'outil, mais c'est aussi de le replacer en fait dans une démarche générale. Et ça, je pense que tu peux, en l'occurrence, parler dans l'expérience sur le sujet. Et du coup, je peux vous évoquer un cas qu'on avait eu quand on travaillait en fait sur l'application Auchan au niveau de la page d'accueil, où on s'était rendu compte que un peu comme sur Bazarchic, qu'on avait finalement c'est une page sur laquelle on investissait beaucoup de temps en termes de créa, en termes de positionnement d'offres, etc. Et on s'était rendu compte après analyse en fait de la page qu'elle était assez peu scrollée et que le taux de rebond en fait finalement était assez fort. Et du coup, on s'est interrogé sur là on avait du coup identifié une sorte de pain point, mais maintenant pour trouver la solution, des fois ça peut valoir le coup d'élargir le scope et d'aller à la rencontre des utilisateurs pour essayer de comprendre dans ce contexte-là en fait c'est quoi leurs attentes et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui en fait finalement la page répond pas à leurs besoins. Et donc on s'est rendu compte que à ce moment-là, eux, dans un contexte mobile qui était différent du web, et ça aussi c'est des paramètres à prendre en compte, c'est que l'expérience est pas la même, ils ont pas les mêmes attentes, le niveau d'engagement est pas le même, et on s'est rendu compte que eux ils attendaient directement des offres personnalisées depuis la page d'accueil et pas juste des promotions lambda en fait qu'on poussait à tout le monde. Et du coup, on l'a identifié dans le cadre des interviews et on a prototypé avec donc là vraiment en mode papier en fait des options en fait de pages en fait telles qu'elles pourraient être en fait en suivant les retours des utilisateurs. Et une fois qu'on était ok là-dessus, à ce moment-là, on a lancé les devs pour AB tester ce nouveau prototype de page. Et du coup, j'ai pu mesurer en fait derrière l'engagement, que ce soit en termes de consultation des contenus en fait de cette page-là, et aussi directement lié aux ventes, puisqu'on venait pousser des offres personnalisées qui étaient présentes en fait dans l'application, mais qui étaient juste pas bien mises en avant en termes d'options en fait dans le menu. Là où sur le web elles étaient davantage visibles, en fait sur l'application mobile on avait fait des choix ergonomiques qui étaient un peu discutables. Et donc le fait de remettre en avant en fait cette fonctionnalité directement intégrée en fait dans la page d'accueil, en fait on a vu qu'on a pu servir l'expérience parce qu'on a mieux répondu aux attentes et ça a eu un impact direct au niveau des ventes en fait et du coup du panier moyen. Donc on a pour le coup un cas vraiment vertueux de comment on a pu utiliser un outil dans le cadre d'une démarche vraiment focus et centrée utilisateur pour d'une part identifier les pain points, proposer des solutions, les prototyper et après en fait les tester pour quand même minimiser l'impact sur le business si jamais on s'était trompé et en l'occurrence en fait avoir un super use case derrière en fait d'optimisation de la conversion. Voilà ce que je peux vous en dire pour un peu résumer la démarche. Donc après de l'expérience moi que je peux avoir maintenant en fait chez d'autres clients dans d'autres domaines et ça peut être aussi bien B2B que B2C. Les insights peuvent venir en fait des outils comme ceux d'Azeltone où ils peuvent venir en fait des clients et à ce moment-là on va venir creuser après beaucoup plus loin en fait avec les outils de ok on a identifié qu'il y avait un pain point en fait sur cette page-là ou cette rubrique-là ou à tel moment du parcours et du coup qu'est-ce que peuvent nous donner en fait en complément d'informations les outils et comment du coup on peut tester en fait des choses pour minimiser l'impact sur le business avant de le déployer en fait à l'ensemble des utilisateurs. C'est très intéressant ce que tu disais et je voudrais juste peut-être rebondir
sur peut-être deux points que t'as soulevés. Le premier, tu disais, en fait, il y a quand même des assez fortes différences entre un utilisateur mobile et un utilisateur web. Et si tu le peux, j'aimerais bien que justement tu partages peut-être quelques points que tu as vus sur le sujet. Et puis l'autre chose que tu mentionnais, c'est que tu disais effectivement un outil, c'est bien, mais c'est bien quand c'est intégré dans une démarche. Et, et dans quelle mesure aujourd'hui tu penses que cette démarche, elle doit être elle doit être complète, comme tu l'as décrite là, mais on va dire soit par projet quelque part, soit de manière complètement itérative, c'est-à-dire que à la limite ta page home, tu as jamais fini de l'améliorer, tu l'améliores de manière continue. Donc est-ce que tu vois plutôt des projets aujourd'hui en disant je vais m'occuper de la page home maintenant et puis ensuite je vais aller sur d'autres éléments, ou est-ce que c'est plutôt une démarche complètement itérative? Alors, je vais déjà répondre à la première question sur la différence que moi j'ai pu constater de par mon expérience entre l'expérience sur le mobile, plutôt application native, et l'expérience sur le web. Euh, Moi, j'y vois principalement une différence d'engagement, d'exigence au niveau de la qualité de l'expérience, qui est certes forte et de plus en plus forte sur la partie web, mais qui est encore plus forte sur le mobile, puisque on sait que le mobile va nécessiter le téléchargement de l'application, soit de manière naturelle ou en coût d'acquisition, comme tu l'avais évoqué, Philippe. Mais donc du coup, il y a déjà une démarche en fait d'engagement de la part de l'utilisateur d'aller télécharger l'application et de lui faire une place au sein de son téléphone. Et ça, il y a déjà du coup une patte blanche à montrer. Et on sait que si l'expérience n'est pas au niveau, la désinstallation, elle va arriver juste derrière. Donc nous, l'intérêt en tant que marque, en fait, c'était vraiment clairement en fait d'être à la hauteur tout de suite en fait de la promesse. L'autre paramètre qu'on avait très clairement en tête, c'est que c'était beaucoup plus simple en fait de faire évoluer une page web, parce que là on pouvait faire des A/B tests en permanence, pousser des mises en prod en fonction de vos organisations de manière plus ou moins rapide, et que une page qui a mal été conçue en fait sur l'application mobile, c'était beaucoup plus lourd en fait à corriger. D'une part parce que il fallait resoumettre l'application, et là il y a des délais qu'on maîtrise pas au niveau des stores, et d'autre part parce qu'on maîtrise pas la mise à jour du parc. Et donc il y avait toujours un reliquat qui était le plus fin possible en fait, mais il y avait toujours un pourcentage d'utilisateurs qui, pour des raisons qui leur appartiennent, soit qu'ils n'ont pas vu, qu'ils n'ont pas su mettre à jour, ou que leur téléphone en fait le permettait plus au niveau de la mémoire, mais qui mettent pas à jour et qui du coup bénéficient pas en fait de l'amélioration de l'expérience. Et donc d'où l'intérêt en fait d'être encore plus vigilant, encore plus professionnel en fait dans les approches sur la partie mobile pour ces deux paramètres-là. Après, sur la deuxième question, ce que je peux voir moi dans les projets, c'est plutôt des approches en quick win, clairement très itératives. J'ai rarement vu en fait vraiment des projets de par vraiment je pense la maturité aussi sur les sujets, et c'est pas forcément gênant en fait, parce que on peut commencer en se disant voilà, j'ai vu cet outil-là, il me semble intéressant, et donc je vais voir en fait comment ça va pouvoir améliorer et m'aider à améliorer l'UX, et du coup contribuer à la mise en place d'une démarche. Ou à l'inverse, en fait, une prise de conscience, nous c'était vraiment plus comme ça que ça s'était fait chez Auchan, prise de conscience qu'il faut se centrer et repartir des besoins des utilisateurs, et du coup de faire un espèce de panorama en fait des outils qui peuvent venir améliorer ça. Mais pour moi, en fait, les deux sont vraiment complémentaires. Et moi, c'est vraiment les messages que je souhaite porter. C'est que l'un peut pas vraiment aller sans l'autre. Le risque étant que si on branche un outil mais qu'on n'est pas reparti vraiment des besoins des utilisateurs, on sache pas trop en fait quelle solution apporter. Et donc c'est risqué de taper à côté dans les solutions qu'on apporte. Et donc c'est pour toujours repartir après ok, on a identifié ce pain point depuis l'outil, mais du coup on va aller quand même co-construire en fait la solution avec l'utilisateur de manière à pouvoir maximiser les chances de taper juste. Ok, super. Merci Jérémy d'avoir partagé tout ça. Carlos, si tu veux du coup parler de ton premier puis ensuite de ton deuxième cas d'A/B testing. Oui, merci beaucoup. Donc, comme je le disais juste avant, ce qu'on avait vraiment compris de l'enseignement UX Analytics par rapport à notre page d'accueil et de notre rubrique qui liste l'intégralité de nos coupons, c'est que par rapport à ces insights, on s'aperçoit que nos utilisateurs veulent un accès immédiat et à l'intégralité de nos bons de réduction. Donc, on a effectivement décidé de mesurer pour le confirmer au travers d'un test AB.
Et donc, on a mis en place ce test sur une période de 2 mois avec une distribution 50-50 sur les utilisateurs sur la page d'accueil et les utilisateurs sur les coupons de réduction. Et quels ont été les résultats? Effectivement, donc pratiquement plus 9% d'utilisateurs engagés additionnels et qui convertissent, donc qui utilisent pratiquement plus 30% d'utilisation de nos coupons de réduction. C'est des chiffres assez faramineux. Juste en repositionnant finalement l'utilisateur là où il souhaite aller directement, parce qu'il n'a pas envie de perdre du temps, il est venu par rapport à une promesse qu'on lui délivre, donc on lui donne accès immédiatement à ce qu'il recherche et avec donc ces deux indicateurs très satisfaisants. Donc là, en gros, ce qu'on est en train de procéder pour cet été, ça va être à une fusion finalement de notre page d'accueil et de notre liste de coupons de réduction en un seul écran pour justement rester sur ces mêmes taux de conversion. Voilà pour le cas 3. Donc, si on passe au slide suivant, c'est un dernier cas finalement que je peux vous présenter. Il y en a eu bien d'autres, mais voilà, ceux-là sont les plus représentatifs. Un dernier cas d'implémentation d'un test AB, et puis je dirais tiré du simple constat que finalement, de façon générale, le texte convertit meilleur que l'image. Une image, c'est libre d'interprétation en fonction de la sensibilité des uns et des autres. Hein. Et donc, nous, on a voulu tester comment le picto qui représente un panier, de mise au panier des coupons de réduction, finalement, pouvait mieux convertir s'il était sous une forme texte. En l'occurrence, ici, on le voit sur l'image de droite, un picto « J'en profite ». Et après 2 mois de test AB, sur nos utilisateurs, on s'aperçoit encore une fois de chiffres extrêmement positifs, donc plus 10% d'utilisateurs engagés additionnels et qui utilisent en termes de conversion pratiquement plus 25% de coupons additionnels. Donc on est super satisfait. On peut mettre en place des tests AB visuels comme c'est le cas ici en changeant uniquement les images ou les textes ou en procédant effectivement à des complètes réorganisation du workflow et que l'on mesure via le test AB. Donc moi, pour résumer, par rapport à ces 4 cas qui vous ont été présentés, on utilise, nous, chez Catalina, les heatmaps et l'UX Analytics pour nous focuser, je dirais, sur les écrans qui ont plus de valeur aux yeux de nos consommateurs, de reconstituer aussi les parcours d'achat pour confirmer qu'ils sont bien compris et simples d'usage, et qu'à partir de ces insights clients et de cette connaissance tirée du comportement réel utilisateur, on expérimente via l'A/B testing des idées d'optimisation et de simplification des parcours clients qui peuvent être positifs, comme c'est le cas dans ces 4 cas présentés, qui peuvent être négatifs et que justement on stoppe et qu'on ne déploie pas à nos utilisateurs. Donc tout ça pour servir à nos utilisateurs une expérience promotionnelle digitale du couponing qui soit la plus optimisée possible. Et voilà, grâce à Azeton, on peut le mettre en application au quotidien. Ok, super, merci Carlos. Jérémy, une réflexion, en tout cas des insights par rapport à justement cette utilisation de l'A/B testing spécifiquement dans les applications mobiles? Sur l'utilisation de l'A/B testing, ce qui est intéressant en tout cas pour les personnes qui peut-être qui débutent sur le sujet, c'est quand même d'évoquer que on va partir il y a une moyenne en fait de en gros 8 tests sur 10 en fait qui échouent. Alors qui échouent, il faut pas avoir peur de l'échec en fait dans ces dynamiques là, parce que si ça échoue, ça veut juste dire que c'est négatif en termes de business, mais que du coup si vous l'avez bien construit, vous allez pas impacter en fait l'ensemble de l'activité, mais par contre vous allez apprendre. Et donc c'est vraiment clé en fait dans ces démarches on améliore en fait l'expérience, c'est que vous avez besoin en fait de comprendre en fait ce qui marche pas. Et pour ça il n'y a pas d'autre solution en fait que de tester. Et donc par contre tester à échelle à 100%, c'est juste très risqué en termes de business. Et donc tout l'enjeu en fait de ces approches là, mais qu'elles soient web comme mobile, c'est vraiment de se dire comment est-ce que je peux récolter des insights, augmenter mon niveau de connaissance et sans cesse m'améliorer, mais sans non plus mettre en péril le business. Et donc c'est pour ça que c'est aussi clé de pouvoir avoir des solutions comme ça. Alors sur le web c'est plutôt bien établi, mais sur le mobile également, parce qu'encore une fois les expériences sont différentes. On peut pas calquer en fait les bonnes pratiques du web sur le mobile. Il y a des cas où ça va pas marcher. Et donc pour ça on a besoin de comprendre en fait ce qui marche pas, et de pouvoir l'optimiser en continu. Donc il faut surtout pas avoir peur de l'échec.
vraiment en fait tester le plus souvent possible, bien construire ses tests, ça aussi ça s'apprend, réserver des zones blanches, savoir quelle est la taille de panel, quand est-ce qu'il faut arrêter un test, mais ça c'est des choses qu'on apprend en fait en faisant, et surtout de se dire voilà que si on se trompe en fait il faut savoir arrêter le test en fait pour pas non plus trop dégrader l'activité, mais aussi laisser le temps suffisant au test en fait pour être pertinent en termes d'impact en fait sur l'activité, parce que dès que vous allez amorcer un changement, forcément ça va complètement perturber les indicateurs, et qu'il y a il faut attendre une certaine phase de stabilisation. Donc ça c'est dans les bonnes pratiques de l'A/B testing, dont on parlera peut-être sur un prochain webinar. Mais donc voilà, pour moi c'est clé en fait de pouvoir, quelle que soit l'interface, avoir ces solutions, des outils en fait qui permettent de tester sans arrêt, se tromper, pour à un moment donné en fait tirer son épingle du jeu et la décrocher le gros lot, quoi. Oui, non, c'est intéressant et je pense que tu as mis le doigt sur un point que probablement nous on évoque peut-être pas autant que ça, mais qui est vraiment intéressant, c'est le fait que effectivement des tests AB, on montre souvent, et c'est ce qu'a fait Carlos aussi, des tests AB qui ont des résultats très impressionnants. Et c'est vrai que sur le mobile, en changeant peu de choses, tu peux avoir des grosses différences de performance. Mais c'est vrai que c'est tout aussi intéressant en fait d'avoir des tests AB qui ont de mauvais résultats entre guillemets, c'est-à-dire sur lequel on n'a pas trouvé une variante qui performe mieux, parce que ne serait-ce que ça permet effectivement d'éviter par exemple de casser quelque chose qui marche et de le remplacer par quelque chose qui marcherait moins bien, ou ça permet aussi de se rendre compte que certaines hypothèses qu'on fait, parfois elles sont pas aussi justes que cela, quoi. Donc ça, je trouve que c'est effectivement assez intéressant. Euh, Moi, j'avais une question sur ce que tu as pu voir dans ton expérience, parce que souvent on parle de test AB de manière un petit peu générique sur, on va dire, l'ensemble des utilisateurs, mais est-ce que, soit à travers tes expériences ou des expériences que tu as vues avec tes clients récents, Jérémy, est-ce que on peut dire que selon les profils d'utilisateurs qu'on a dans une application, on s'aperçoit qu'il y a des attentes assez différentes, hein? Absolument. On peut avoir des outils. Alors, en fonction des contextes, moi j'ai travaillé sur des outils plutôt B2B, donc qui n'étaient pas là tant pour faire de la transfo, mais vraiment pour être pratique. Et on pouvait distinguer, par exemple, des contextes d'utilisation assez différents, du fait que les utilisateurs soient plutôt novices ou plutôt experts. Et du coup, un vrai travail à faire en fait de compréhension des besoins de chacun, qui pouvait être assez différents, des accès à des options relativement avancées pour les experts, alors et plutôt une simplicité et un accompagnement pour les novices. Ça peut sembler évident, mais quand on développe une application, des fois, on se dit voilà, on va essayer déjà de tout faire tenir et que tout soit bien stable, et on n'a pas cet aspect en fait de hiérarchie d'information, et surtout de tenir compte de l'expérience qu'on veut faire vivre aux différentes typologies d'utilisateurs. Donc ça, c'est des choses après sur lesquelles on peut travailler pour bien comprendre, et deux, après commencer à personnaliser sans non plus redévelopper une nouvelle application. Mais c'est bien l'avantage justement de la personnalisation, c'est qu'elle va pouvoir afficher plus ou moins de manière plus ou moins évidente ou davantage accompagner des utilisateurs qui auront besoin dans leur expérience en fait d'avoir des explications, ou justement peut-être on leur affiche pas toutes les options tout de suite pour pas les submerger d'informations. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels moi je suis amené à intervenir, et du coup on est amené aussi à s'appuyer sur des outils en fait qui permettent justement de manière plus souple de proposer justement des adaptations au niveau de l'expérience. Ok, super, oui, c'est très intéressant. Alors, je l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais s'il y a des gens qui ont des questions d'ailleurs pour Jérémy ou pour Carlos, n'hésitez pas à vous manifester. Peut-être Carlos et ensuite Jérémy, est-ce que vous pouvez peut-être terminer votre propos en donnant peut-être un ou deux conseils à des gens qui se sont pas encore lancés justement dans des processus d'amélioration systématique ou continue de leurs applications, de vos expériences respectives, ça serait quoi les un ou deux conseils ou recommandations que vous pourriez partager avec tout ce qui nous écoute? Alors, je dirais un conseil, n'hésitez pas, allez-y. Nous, chez Catalina, on l'a mis en place très rapidement, hein. Le SDK s'intègre très rapidement et collecte de la data immédiatement. C'est l'histoire de quelques heures d'intégration.
Donc voilà, je dirais que c'est pas grand-chose et ça nous apporte énormément en termes de feedback utilisateur, en complément de focus group, etc. qu'on peut mener par ailleurs. Donc voilà, faut surtout pas hésiter. Et puis derrière, l'A/B testing permet effectivement de mesurer des idées d'optimisation qu'on ne peut pas se permettre de faire quand on n'a pas ce type de solution. Et je dirais que c'est un très bel outil en fait qui va permettre sans ambiguïté de trancher sur effectivement l'efficacité d'une nouvelle solution plutôt qu'une autre. Super, merci beaucoup Carlos pour tes retours. Jérémy? Si j'avais un conseil, c'est de surtout pas se freiner en fait dans le ça va être compliqué, j'ai pas les ressources, j'ai pas les moyens. Il y a toujours moyen en fait de réfléchir sur une expérience centrée utilisateur. Des choses qui peuvent être très basiques comme d'aller parler à un client et qui coûtent juste du temps, qui nécessitent pas forcément de grosses compétences ni d'outils. Et après, il y a des choses qui vont plus on va vouloir industrialiser ça, plus on va vouloir aller loin dans les sujets, plus on va devoir du coup s'équiper d'outils comme celui d'Acetone et mettre des moyens derrière. Mais pour moi, en fait, le conseil que je donnerais, c'est d'identifier des quick wins, vraiment des petites victoires sur lesquelles, en fonction avec ce qu'on a à disposition, en fait, finalement, ses moyens, le temps, les compétences, déjà d'avoir des premiers steps pour se rassurer dans le fait que on avance bien dans le bon sens et justifier du coup aussi des investissements futurs en fait en termes de recrutement, en termes d'outillage pour scaler, donc avoir plus d'impact en fait et plus productif et aller encore plus loin dans l'amélioration de l'expérience. Mais surtout pas en fait parce que voilà, je rencontre aussi des clients qui n'ont pas forcément tous les mêmes niveaux en fait en termes de moyens ou de maturité ou de convaincre en fait après les patrons d'eux. Mais je leur dis toujours que il y a des premiers steps sur lesquels ils peuvent y aller en fait sans hésiter et sans forcément investir énormément de moyens. Et après ça, en fait, c'est d'avoir des cas d'école, de dire voilà, on l'a fait, ça nous a pas coûté énormément, mais voilà l'apport. Et donc voilà, si on veut aller plus loin maintenant, il faut s'outiller, il faut s'organiser, il faut staffer en fait. Ok, super. Écoute, merci beaucoup Jérémy. On est arrivé à la fin de notre session. Merci encore une fois à tous de nous avoir rejoints. Merci à vous deux, Carlos et Jérémy, de vos retours. Et puis, encore une fois, si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à nous contacter et on se fera un plaisir d'y répondre. Et si vous voulez également contacter soit Jérémy, soit Carlos, on se fera un plaisir de vous connecter avec eux si c'est nécessaire. Merci beaucoup encore une fois de votre attention. Merci encore Carlos et Jérémy et à une très prochaine fois. Au revoir, à bientôt. À bientôt.